Bonjour, aujourd'hui on va parler de P-group, mais je voudrais quand même, avant d'attaquer les P-group, parler de P-décomposition, c'est-à-dire pourquoi les P-group et quelle est finalement l'histoire de l'intervention des nombres premiers en mathématiques, en particulier en arithmétique évidemment, mais pas que. On prend P ce sera pour nous un nombre premier, et on connaît l'unicité de la décomposition de n en facteurs premiers. Bon. On a aussi le lemme chinois, c'est-à-dire que si n se décompose comme ça en facteurs premiers, eh bien, on va avoir une décomposition au niveau des groupes cycliques, c'est-à-dire z sur nz va se décomposer en produit pour tous les p de z sur p puissance, la p-évaluation, que j'appelle nu p de n, z. Voilà. Qui est un équivalent du lemme des noyaux, c'est-à-dire que, bon, finalement, la primarité, c'est devenu l'irréductibilité dans un anneau, on va dire un anneau factoriel, et là, quand on a pour anneau k de x, eh bien, on va prendre, on est sur algébriquement clos, on est sur C par exemple, donc on va prendre les premiers, c'est les x moins lambda, eh bien on a le lemme des noyaux, E, qui se décompose en somme directe de ce qu'on appelle les sous-espaces caractéristiques pour tous les lambda dans le spectre d'un endomorphisme U qu'on cherche à réduire. D'accord, U, il est dans L de E évidemment. Et là, P puissance nu P n correspond à x moins lambda n lambda. Bon, c'est plus qu'une analogie avec le lemme chinois. Et enfin, dans toutes ces situations où on a des décompositions qui font intervenir des nombres premiers, voire irréductibles, eh bien on a aussi les P-silos. Mais une fois qu'on a les P-silos, c'est-à-dire que tout groupe d'ordre fini n, quand on décompose n en produit de nombres premiers, on sait qu'il existe, d'accord, le théorème, il existe un sous-groupe de G qui lui est d'ordre n, avec le cardinal de S qui est égal à P puissance nu Pn. Voilà. Et on sait dire des choses sur le nombre de P-silos, etc., etc. Alors, il y a deux choses qui se passent. C'est qu'est-ce qui va se passer localement et qu'est-ce qui va se passer globalement. Je m'explique. Localement, c'est... oui, du coup, on étudie juste les P puissance nu P de n, où on étudie juste z sur p puissance nu p de n z. Voilà, ça c'est local. Ou le lemme des noyaux, on étudie uniquement le cas où l'endomorphisme U est à spectre unique, juste lambda, il a un seul spectre. Mais maintenant il y a une deuxième chose. Une fois qu'on a fait l'étude locale, c'est-à-dire on a étudié notre petit objet élémentaire, et maintenant on a plein de petits objets élémentaires, et il va falloir les reconstituer, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le passage du local au global. Bon, n'importe qui a fait un meuble, qui a monté un meuble Ikea, c'est de quoi je parle. Voilà. Et là, il faut la notice. Voilà, la notice Ikea. C'est-à-dire, ici, on multiplie tout, là, on fait un produit, là, on récupère, à chaque fois, on récupère l'objet. Mais dans le cadre des groupes d'ordre n non abélien, là, il y a une difficulté. Ici, c'est facile, parce que on veut étudier la divisibilité, on a cette factorialité, et elle vient avec un lemme de Gauss ou un lemme d'Euclide qui nous permet de dire si m divise n, juste avec des nu p de n. En fait, m divise n, si et seulement si nu p de m est inférieur ou égal à nu p de n, quel que soit p. D'accord ? Voilà. Le lemme chinois, lui, si vous voulez, la structure
ici, abélienne, on a ce qu'on appelle une décomposition en produit direct. Et ça nous aide. Là, ici, on a une décomposition en somme directe. Par exemple, pensez à la preuve de Dunford. Pour Dunford, on part de K lambda, et ensuite, on va passer du local au global, en utilisant vraiment le côté très pratique de la somme directe. Mais, dans le monde des groupes en général, il n'y a pas de somme directe. On ne peut pas décomposer un groupe en somme directe de particules élémentaires, de groupes, quoi, comme on peut faire ici. Et ça, c'est un problème. Il y a quelque chose qui nous empêche d'aller globaliser ça. Et là, ça demande de redoubler d'astuces. On peut le faire, mais la machine est extrêmement lourde parce qu'on n'a plus les produits directs. On n'a plus une décomposition en produits directs avec unicité, etc. Ça devient compliqué. Alors, je vais du coup ici regarder juste le côté P-silo. Mais avant, pourquoi s'intéresser à des P-structures, en quelque sorte? Eh bien, si je devais dire ça en une phrase, c'est que la relation divise sur l'ensemble des diviseurs de n est un ordre total si et seulement si n est une puissance de P. C'est ce qui fait qu'on s'intéresse aux puissances de P. Regardez par exemple la preuve du fait que si U est un endomorphisme, il existe un X dans E tel que mu U est égal au polynôme minimal de U local en X. Bon, vous pouvez regarder ça, c'est un petit peu l'antichambre de la décomposition de Frobenius, et vous verrez l'utilisation à fond de cet ordre total, pourquoi on se ramène à ça. De la même manière, on a un théorème qui dit que quand on a un groupe abélien, sur un groupe abélien, il existe un X dans le groupe tel que son ordre est égal à l'exposant du groupe. L'exposant du groupe étant le PPCM de tous les ordres. Donc, le PPCM de tous les ordres va être réalisé par l'ordre d'un X. Ce qui n'est pas du tout évident. D'accord ? Voilà. Eh bien, tout ça se fait grâce à ces décompositions. Donc, regardez, l'ordre total, si et seulement si n est égal à p puissance k, bah oui, vous prenez par exemple p puissance 3, et ben vous avez comme ceci, la relation divise se voit par un graphe qui est tout droit comme ça, d'accord ? Alors que si vous avez pq avec PQ2 premier distincts, par exemple, bon, bah, votre graphe de divisibilité, bah, il bifurque, d'accord ? Et ça, c'est embêtant, d'accord ? On a un problème de bifurcation. Alors, souvent, les étudiants à l'agrégation en master connaissent les groupes de silos. Il y a, en gros, 3 assertions sur les groupes de silos, sur l'existence de groupes de silos, sur le nombre de groupes de silos, sur la transitivité de l'action par conjugaison sur les groupes de silos, sur le fait que un groupe de silos, quand il est tout seul, bon, bah, il est forcément distingué. Bon, voilà, c'est un certain nombre de choses. Mais il y a des petites choses aussi à savoir du fait tout simple qu'un groupe de silos, c'est un P-groupe. Et donc, à partir du moment où il y a un P-silo, alors il va y avoir un P-groupe à tous les étages. Je m'explique. D'accord ? Un P-groupe, c'est un groupe de cardinal P puissance n. Et la proposition est la suivante. Si G est un P-groupe d'ordre Pn, alors quel que soit K à tous les étages, entre 0 et n, il existe un sous-groupe de G d'ordre Pk. Vous voyez ? Vous avez un sous-groupe à tous les étages. Donc, quand vous avez un groupe d'ordre n, il va avoir un P-silo, et donc ça assure qu'il va exister, grâce à cette proposition, un groupe d'ordre Pk pour tous les k inférieurs à la p-valuation de n, de l'ordre du groupe. Bien, allons-y, on fait la preuve. D'abord, le lemme qui est hyper connu, que vous devez connaître, le centre d'un p-groupe est non trivial. Un truc qu'on peut bien placer dans toutes les histoires d'action de groupe. Regardez la preuve du lemme, G agit par conjugaison sur lui-même, vous avez la conjugaison, l'action par conjugaison, et le centre se retrouve en termes de cette action par conjugaison, puisque le centre, c'est l'ensemble des h de G, tel que GH, G-1 est égal à H, quel que soit petit g dans grand G, et ça veut dire que le stabilisateur de petit h, bah, c'est tout grand G.
d'accord, ici. Ce qui fait que quand on va écrire notre formule des classes, si vous voulez, d'abord on écrit la décomposition en orbite de G, hein, donc G agit sur lui-même, donc G en tant qu'objet sur lequel on agit, va se décomposer en réunion disjointe d'orbites hein, de G, hein, qui lui agit. C'est le même qui agit et qui subit. Hein, d'accord, c'est comme ça. Bon, c'est une relation autocentrée. Alors, ici, on a le centre, justement, Z de G, qui va correspondre, ici, aux éléments dont le stabilisateur, c'est G tout entier. Et vous allez avoir les orbites où le stabilisateur, ce n'est pas G tout entier. Donc, on n'est pas dans le centre, donc c'est une réunion disjointe, encore une fois, ici. Maintenant, je rappelle que OH est en bijection avec G quotienté par le sous-groupe stabilisateur de petit h, l'orbite de H, là, ici, ce qui fait que, par Lagrange, le cardinal de OH, eh bien, c'est le cardinal de G sur le cardinal du stabilisateur. Ce qui va faire que, comme par Lagrange, le stabilisateur, son ordre divise l'ordre de G, ça va être de la forme P puissance K. Encore une fois, vous remarquerez que la divisibilité, on vient de voir que d'utiliser implicitement que la divisibilité, c'est une clique, c'est un ordre total, hein, d'accord? Ici, on a un P puissance K, donc on fait P puissance N sur un P puissance K. Ça fait P puissance N moins K. Mais ici, pour cela, eh bien, on a K qui est strictement inférieur à N, ce qui va faire que P va diviser cet objet-là. Bien, donc maintenant, je prends le cardinal, j'utilise cette formule, et je vois que comme P divise le cardinal de G, et P divise le cardinal de chacun des termes ici, eh bien, ça implique que P va diviser le cardinal de Z de G. Or, dans Z de G, il y a déjà 1, et Z de G ne peut pas avoir pour cardinal 1, donc il n'est pas trivial, parce que sinon P diviserait 1, ce qui est absurde. Voilà, donc on a ce lemme qui nous dit qu'on a toujours un élément non trivial dans Z de G. Alors, je vais faire la preuve de la proposition par récurrence sur N, d'accord? Je vais prendre un K. Bon, si K égale 1, j'ai un sous-groupe d'ordre 1. Donc je vais supposer K strictement supérieur à 1, évidemment, parce que sinon c'est trivial. Bon, donc l'initialisation, c'est OK. L'hérédité, je vais supposer que c'est vrai jusqu'à N-1. Donc, et maintenant, je vais prendre cardinal de G égale N. Donc, Z de G est non trivial, d'accord? Il existe donc Z qui est d'ordre P dans Z de G. Bah oui, puisque c'est un sous-groupe d'un P-groupe, c'est lui-même donc un P-groupe. Et donc P divise, puisque c'est non trivial, il divise le cardinal de Z de G. Le lemme de Cauchy nous permet de dire qu'il existe un élément d'ordre P. Bon. Le lemme de Cauchy, dans le cas abélien, on pourrait faire plus facile. Mais disons que le lemme de Cauchy, il nous met la tranquillité. Maintenant, le sous-groupe engendré par Z, il est d'ordre P, il est central, donc il est distingué dans G, et G quotienté par ce sous-groupe distingué, on va poser égal à H. Et H est le cardinal P puissance N-1, d'accord? Puisque Z est le cardinal P. Bien. Donc maintenant, je vais appliquer ma récurrence à K-1, qui est dans 0, N-1, puisqu'on a décidé que K était strictement supérieur à 1. Et je vais regarder le morphisme canonique, à la surjection canonique, qui va de G vers G quotienté par Z, c'est-à-dire vers H. Bien. C'est surjectif, hein, c'est connu. Et je vais regarder mon HK-1, puisque ma récurrence me permet de dire qu'il existe un sous-groupe d'ordre P puissance K-1 dans H, que j'appelle HK-1, et je vais regarder Pi-1 de HK-1. Évidemment, Pi-1 de HK-1, qu'est-ce que je peux dire de lui?
je vais le poser égal à hk, et il faut que je montre que le cardinal de hk, c'est p puissance k. Bon. Alors, pour cela, comme ça, ce sera terminé, puisque j'aurai l'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme, c'est un sous-groupe, donc j'aurai un sous-groupe d'ordre p puissance k, c'est ça ma récurrence. Donc je regarde la restriction de pi au sous-groupe h indice k, et j'affirme que ça reste surjectif sur h indice k-1. Alors évidemment, hk, par définition, quand on passe par pi, il va être dans hk-1, mais comme pi est surjective, eh bien, pi appliqué à hk, c'est-à-dire appliqué à pi-1 de hk-1, bah, on retrouve entièrement hk-1. Donc ça, c'est une propriété bien connue, hein, même fondamentale des surjectifs. Quand on fait l'image réciproque et ensuite l'image par un surjectif, on retrouve l'objet de départ. Donc il faut regarder le noyau de la restriction. Le noyau de la restriction, c'est facile, parce qu'il est toujours inclus dans le noyau de pi, ici, bien sûr, mais là, le noyau de pi, c'est le sous-groupe engendré par z. Or, z, il appartient à hk, puisque pi de z, c'est e, et e, l'élément neutre, est dans hk-1. Donc, bref, vous voyez bien qu'on a une égalité ici, par double inclusion, ce qui fait que quand on va appliquer l'isomorphisme canonique, hein, on va avoir hk quotienté par z est isomorphe à hk-1, donc le cardinal de hk est égal à p puissance k. Donc on a démontré la proposition, ce qui nous permet de dire que quand on a un groupe d'ordre n, et si p puissance k divise n, alors il existe un sous-groupe d'ordre p puissance k dans notre groupe de départ G, même si k n'est pas forcément le max des k tels que pk divise n. Voilà. Alors, toutes ces histoires, vous voyez, sont des histoires finalement qui partent du fait que l'ensemble des diviseurs de p puissance k, de p puissance ce que vous voulez, c'est totalement ordonné pour la divisibilité. Voilà. Et quand on regarde ça sur les p-groupes, on débouche sur cette proposition, et aussi, vous pourrez le regarder, sur le fait qu'un p-groupe est nilpotent. Hein. C'est-à-dire que quand on va regarder la suite, si j'appelle G ce p-groupe, et je regarde les commutateurs hein, de G avec un H, un sous-groupe H, donc ça veut dire que c'est le sous-groupe engendré par les G, H, G-1, H-1, petit g dans G, H dans grand H, eh bien, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais définir une suite récurrente où je pars de G, donc ça je l'appelle G0, G1 ce sera les commutateurs de G avec G, ensuite G2 ce sera les commutateurs de G avec G1, etc., etc. Eh bien, je vais avoir une suite strictement décroissante, et qui va aboutir sur E. Et c'est la notion, si vous voulez, de nilpotence qu'on retrouve chez les matrices, vous voyez, quand on prend une matrice, et puis que petit à petit, une matrice par exemple triangulaire supérieure, strictement triangulaire supérieure, et qu'on évacue vers 0 petit à petit avec une stratification. Voilà, j'en ai peut-être dit beaucoup, mais je voulais faire passer ce message d'amour au nombre premier.